Bien, alors aujourd'hui on va parler du diagramme de classe, UML, et on va prendre un exemple. Supposons qu'on veut créer une application en marketplace, une application de vente en ligne. Et on va commencer à réfléchir sur comment créer son diagramme de classe. Alors le diagramme de classe, il est composé des composants suivants. On a la classe, les relations entre les classes et les cardinalités entre ces classes-là. Si vous avez déjà fait Meurize, vous savez ce que c'est une cardinalité, vous savez ce que c'est une relation. Mais nous, on va faire comme si vous ne connaissez pas. Alors avant que le programmeur commence à créer ces classes avec le code, il nous faut une conception, une modélisation à l'avance grâce à ce diagramme de classe. On avait vu dans les vidéos précédentes comment créer le diagramme de cas d'utilisation et il sert à quoi, le diagramme de séquence et il sert à quoi, le diagramme d'activité et il sert à quoi. Et aujourd'hui, on va voir la partie statique de UML, les diagrammes statiques. Parmi ces diagrammes-là, le diagramme de classe. Alors on va utiliser comme d'habitude le logiciel AMC Designer. Moi j'ai la version Power Designer. Ce n'est qu'une version. Et on va créer notre diagramme de classe pour la vente, pour un site de vente en ligne ou une application mobile de vente en ligne. Alors je vais commencer, je vais créer un modèle ici. Et je crée modèle orienté objet et j'ai ici diagramme de classe. Je vais lui dire diagramme classe marketplace, voilà. Bon, ici je choisis le langage et ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce diagramme-là. Alors, je fais OK, il me crée l'environnement. Après, j'ai besoin d'une boîte à outils. Je vais aller sur Vue et je vais cliquer sur boîte à outils. Là, j'ai l'ensemble dont j'ai besoin. Alors, j'ai besoin d'une classe à mettre ici. Alors, quelle est la première composante d'une vente en ligne? C'est la composante client. Alors, moi, ce que je veux mettre, une classe, vous la voyez ici, elle est sur 3 étages. Ici, c'est le nom de la classe. Ici, c'est le nom, c'est les propriétés. Et ici, c'est les méthodes. La totalité, ça s'appelle des attributs. Je vais agrandir. Pour agrandir, c'est zoom avant, c'est F6. Je tape F6, et là, vous avez une meilleure visibilité sur ma classe. Je tape encore F6 pour agrandir et je prends cette classe là. Alors ici vous avez 3 étages. Si vous double-cliquez ou vous faites touche droite propriété, c'est la même chose, propriété, et là vous avez l'ensemble de ce que vous avez besoin. Je tape le nom de ma classe, c'est la classe client, d'accord. Je vais aller sur attributs ici et je vais créer les propriétés de ma classe. Il faut savoir qu'une classe en orienté objet, c'est une capsule qui contient et les attributs et les méthodes. D'accord? Les attributs et les opérations. On appelle ça des méthodes ou des opérations. Bien. Je vais faire un ID qui sera l'identifiant. Je peux ajouter un numéro de client qui sera fait en interne. L'identifiant, il restera l'équivalent de la clé primaire, donc je vais générer automatiquement ici. Je fais num cl, surtout lorsque vous faites du code first, il vous faut un ID. Et je vais supposer que mon client, est-ce que c'est une personne physique ou c'est une entreprise? Je vais mettre le nom
CL. Je vais mettre, si c'est une personne physique, prénom. Alors j'évite les accents. Prénom. J'aurai besoin plutôt prénom. J'aurai besoin adresse. CL. Je reviens ici et je fais prénom CL. Alors pour les attributs, comme on a l'habitude de faire sur les bases de données, il faut que les attributs soient significatifs avec une règle de... J'ai pas respecté la règle, je fais un C majuscule ici et la première lettre en majuscule lorsque vous avez des noms composés. Alors dès que je lis l'attribut, je sais à quoi ça sert. Je vais mettre aussi la ville qui va me servir peut-être pour des recherches. Ville CL. Je vais prendre son email. Email CL. Et je vais prendre le téléphone CL. De quoi j'ai besoin aussi? Hein? Le numéro de sa carte bancaire. Carte banque CL. J'aurais besoin aussi, s'il veut enregistrer le numéro qui est sur les 3 chiffres, c'est quoi? Cryptogramme. Alors, cryptogramme CL. Date d'expiration de carte. Date expiration carte CL. Quoi encore? Hein? Type de carte, si je veux. Est-ce que c'est une type carte CL? Quoi encore? Ça me suffit pour un client. Maintenant, si je clique sur appliquer, alors ici c'est, regardez que lorsqu'on fait à la main un diagramme de classe, on ne spécifie pas vraiment le type de données. Alors là il dit, en général on le laisse entier. Le numéro, on va mettre c'est une chaîne de caractères. C'est un string. Ici, le nom, c'est un string aussi. Alors, si vous êtes paresseux comme moi, vous faites CTRL-C. Le prénom, c'est un string. L'adresse, c'est un string. La ville, c'est un string. L'email, c'est un string. Le téléphone, c'est aussi un string. Le numéro de carte nationale d'identité, c'est un string. Je mets tout sous forme de script. La date d'expiration, je vais mettre date. Est-ce que j'ai date? Système point quelque chose. Alors, je vais agrandir. Comme ça, j'ai une meilleure visibilité. Non, je n'ai pas de visibilité. Est-ce que je peux agrandir ça? Oui. Alors, je vais cliquer ici et je fais... Est-ce que j'ai date? System.datetime. Ça, il faudrait que je le traite. Hein. Bon, je prends datetime. Le type de carte, c'est un string. Est-ce que je vais l'afficher? Oui. La valeur initiale, je n'ai pas besoin. Est-ce qu'il est privé, public? Alors, la classe, je suppose qu'il est public. Les attributs, je vais les mettre privés. Pourquoi je mettrai les attributs privés? Pour que je ne puisse accéder à ces attributs-là en orienté objet que grâce à des constructeurs ou grâce à des accesseurs qui sont les getters et les setters. Je suppose que... Alors, elle est privée lorsque je sais que la classe elle est privée, lorsque je sais que je n'aurai pas à hériter de cette classe-là. On va parler peut-être dans... c'est la première étape, la construction de classe, et après on va continuer sur les autres vidéos comment résoudre le problème de privé, public et protégé en parlant de la généralisation
et de la spécialisation, qui est, dans le langage commun, c'est l'héritage. Pour moi, j'ai créé ma première classe. Alors, je vais la rendre plus petite. Zoom arrière, c'est F7. Voilà ma classe. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les méthodes, ou ce qu'on appelle ici les opérations. D'accord? Je vais mettre une opération, par exemple, générer ID. D'accord? Générer ID, il retourne un int et il est de visibilité publique. Marche? Non. Elle sera privée. Parce que c'est une fonction qui va retourner un ID. Peut-être qu'il va lire le plus grand ID dans ma table client et il va ajouter plus 1 et me générer cet ID là. Ou peut-être qu'il serait un composant, un calcul n'importe lequel. Mais l'essentiel, c'est que cet identifiant, cette méthode là, il ne sera utilisé que par les méthodes, les autres méthodes de la même classe. Ça veut dire que je n'aurai pas à générer un nouveau ID, sauf si je veux l'utiliser par les autres méthodes de la même classe. Alors je dis que cette méthode-là, elle est privée. Après, je vais faire des méthodes, on appelle ça les CRUD, create, CRUD, c'est C, create, R, read, lire, U, update, et D delete. D'accord? Alors je fais ajouter. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ajouté client et il est public, mais il retourne rien. Ou type de retour, ou il retourne un boolean, comme bool, d'accord? Il retourne un boolean. Pourquoi il devrait retourner un boolean? C'est une fonction, lorsqu'elle ajoute, réellement, lorsqu'elle ferait l'insertion dans la table, client par exemple, elle va me retourner un boolean pour que lorsque je vais l'utiliser au niveau des clics sur le bouton, il faudrait que pour afficher le message, par exemple, que le client a été bien ajouté, il faut qu'il me retourne 1. S'il me retourne 0, ça veut dire qu'il y a un problème et le client n'a pas été ajouté. Je vais mettre ici une méthode de recherche. Bon, je la laisse tranquille. Je fais supprimer. D'accord? Il retourne aussi un boolean de la même façon. Je fais modifier. Il me retourne aussi un bool. Et je vais faire une petite recherche. Recherche. Par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Final, abstrait, statique. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Je fais une recherche qui retourne quoi? Ça dépend de ce que je veux faire de ma recherche. Qu'est-ce que je ferai de ma recherche? Il me dit est-ce qu'il existe ou non. Je fais un boolean. Alors comment je pourrais lui donner des paramètres? Événement, statique, final, abstrait, bah rien. Je me mets là, il ne me donne pas la main, je me mets là.
Non, il n'y a rien. Bon, je prends rechercher. Est-ce que j'ai la possibilité de mettre des paramètres? Je vais mettre comme ça de ID. Ça veut dire qu'il va chercher avec l'ID. Après, de quoi j'aurai besoin? Je vais mettre par exemple une autre recherche. Cette fois de email. Je vais mettre une autre recherche, mais cette fois par nom, et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je suis en train de réfléchir. Toute la réflexion devrait être faite ici, de telle sorte que je construis. Alors, recherche par mail, il me retourne un booléen. Non, celle-là, je veux qu'il me retourne une liste. Est-ce que j'ai la possibilité? Non. Tableau. Non. Enregistrement. Hein? Alors, je vais agrandir. Et je vais lui dire, retourne-moi. Retourne-moi, par exemple, retourne-moi par email. Il doit me retourner un objet. Object. Ça marche? La recherche par nom, par contre, il va me retourner un tableau. Alors, je vais choisir un array. System.array. Recherche par ID. Il doit me dire est-ce qu'il existe ou il n'existe pas. Je suppose que j'ai terminé mon travail et ma classe, c'est les méthodes dont j'ai besoin. D'accord? Et j'ai construit ma première classe. Maintenant, si je vais faire la même chose pour produit. Je vais créer une nouvelle classe. Je la prends et je la mets ici. Et je l'appelle produit. De la même façon, regardez, ici, ce qui est moins, ça veut dire moins, ça veut dire privé. Plus, ça veut dire public. Clair? Alors la classe là, comment je vais la rendre publique? Où est-ce que vous avez vu la visibilité? Cette visibilité, soit elle est publique, soit elle est interlable. Elle est publique. Bien, je reprends ma deuxième classe, qui est la classe produit. Et j'applique. Je vais aller sur les attributs et je commence. Toujours, j'ai besoin d'un ID. ID. Et je fais libeller le nom du produit, nom PR, j'ai écrit des bêtises, nom PR, qu'est-ce que j'ai aussi? Oui, je vais ajouter une nouvelle, pour ajouter, qu'est-ce qu'il est?
nouvel attribut. Bon. Ici, je vais mettre code PR. Et ici, je mettrai nom PR. Ici, qu'est-ce que je mets? Hein? Description. Description. PR. Est-ce que je mets la catégorie ici? Non. Non. Est-ce que je mets le prix? Non. Par contre, je suis dans la vente en ligne. Je suis dans la vente en ligne. Il ne faudrait pas que, lorsque je vais afficher le produit, que je fasse des recherches avec tout ce que j'ai commandé, avec tout ce tout ce que j'ai acheté dans le temps, de calculer le prix moyen pondéré, et ainsi de suite, pour que je puisse afficher un prix. C'est possible par plusieurs façons de recalculer à chaque fois à l'instant le prix et de pouvoir le généraliser sur, par exemple, sur chaque achat. D'accord? Et là, je suis en train de toucher un petit peu à l'intégrité fonctionnelle des règles de base de données. Mais moi, j'ai besoin d'une information qui est prête à l'emploi. Ou, je suppose que ma plateforme, je ne me casse même pas la tête et s'occupe, va être intermédiaire, ça veut dire que celui qui va saisir son produit, il va définir le prix de vente. Alors, je me permets ici de mettre prix vente. Pair. Après, de quoi j'ai besoin? Je fais de la vente en ligne, j'ai fait la description, je fais de la vente en ligne, je fais image. D'accord? PR. Et qu'est-ce que je mets aussi? Oui, vidéo. PR. Fabricant, si tu veux. La quantité, bah, on laisse la quantité tranquille pour le moment. Est-ce qu'il est disponible à la vente? Disponible, oui. PR, encore. Qualité. Dans description. Ah, bien. L'ID il est entier, le code il est string. Il est string. Le nom du produit c'est un string. La description c'est un string. Le prix c'est un double. Les images c'est un tableau. C'est système point quelque chose. C'est un tableau d'images. C'est un array. Vidéo aussi c'est un tableau de vidéo. Système.array. Fabricant c'est un string. Disponible c'est un boolean. Qu'est-ce que tu as dit? Date? Oui, date ajout. Mais ça, on va prendre date ajout PR au système. Et là, on prend là, c'est une date système. Est-ce qu'il y a date système? Non, non, je vais prendre système.date.
Ouais. Alors, l'ID il est privé, tout ça est privé. Oui. Le commentaire du client. Ce n'est pas lié, c'est lié à la vente en fait. Par contre, je vais mettre pas le commentaire, mais un score. PR. Les étoiles sur lesquelles vous cliquez sur. C'est un score calculé d'ailleurs. Bien. Alors, j'ai ma classe client ici, j'ai ma classe produit. On dit que le produit, il appartient à une ou plusieurs catégories. Je prends une nouvelle classe, je la mets ici pour continuer à travailler. Je mets ça ici, et je mets ça là. Je fais F7, c'est plus confortable. Je prends la catégorie. Catégorie. Elle est là. Les attributs, j'ai un ID. Et ici, j'ai le nom catégorie. Celui-là c'est un entier, celui-là c'est un string. Alors, lorsque je dis, là je vais un petit peu zapper les méthodes. Je continue sur diagramme et vous, lorsque vous construisez votre diagramme, vous mettez un diagramme complet avec les attributs et les méthodes. Alors, tous ces attributs, ils sont privés, leur nature c'est bon. Et après, je vais mettre en relation un produit avec une catégorie. Alors, un produit, il appartient à combien de catégories? Au minimum à une et une seule catégorie. Et la catégorie, elle contient un et un seul produit. Alors, regardez, je vais créer une relation, ça s'appelle une association. Alors, je vais déplacer ça ici et je vais déplacer ça là. D'accord? Et je prends une relation, où est-ce qu'elle est? Une association entre la classe catégorie et la classe produit. Je dis qu'un produit, alors en UML, c'est le contraire de Meurice. Les cardinalités, si la cardinalité, par exemple, un produit, il appartient à une et une seule catégorie, un 1 sera à ce niveau-là. Sera du côté de catégorie. Ça veut dire que je lis comme ça. Clair? Ça veut dire que le 1-1, il sera ici. Où est-ce qu'ils sont les cardinalités? Elle est là. Alors du côté de catégorie, ça va être quoi? Ça va être 1-1. Et du côté de produit, une catégorie contient 1 à plusieurs ou 0 à plusieurs. J'applique. Comment je vais lire cette association? Un produit, il appartient à une et une seule catégorie. C'est le contraire du MCD sur Meurice. Et la catégorie, elle contient 0 à plusieurs produits. Maintenant, j'ai un autre souci. Lequel? J'ai une catégorie et une sous-catégorie et une sous-sous-catégorie, par exemple. J'utilise catégorie nourriture. Et dans la catégorie nourriture, j'ai viande. Et là, dans la catégorie viande, j'ai une sous-catégorie charcuterie, par exemple. Comment je vais résoudre ce problème? Je ne sais pas
chaque catégorie, elle contient combien de sous-catégories. Et la sous-catégorie, est-ce qu'il y a une sous-catégorie, et ainsi de suite. C'est ta hiérarchie. Si je veux la gérer, je vais la gérer avec une relation ou une association récursive. Une association récursive. Alors je vais prendre une association. Alors je vais prendre ce qu'on appelle ici une agrégation. C'est pas parce qu'elle est récursive que elle doit être agrégée. Alors c'est quoi une agrégation? Chose qui n'existe pas dans le système de gestion de base de données et dans Meurize. Les types de relations, ce sont il y a la relation simple, il y a la relation d'agrégation, il y a la relation de composition, il y a la relation d'héritage, et il y a ce qu'on appelle la classe association. Alors, moi, je vais dire qu'une catégorie est composée de plusieurs catégories, mais elle peut ne pas être composée d'une catégorie, d'une sous-catégorie. Alors, il y a deux choses. Regardez, ici c'est l'agrégation et ici c'est la composition. D'ailleurs, une catégorie, je peux dire qu'elle est composée, mais ce n'est pas vraiment une composition. Parce que ici, par contre, c'est une agrégation. Une agrégation, c'est une composition faible. Une agrégation, c'est une composition faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de ne pas avoir de sous-catégorie ne va pas entraîner le mauvais fonctionnement de la catégorie. Par exemple, vous avez le cas du livre. D'accord? Le livre, il est composé de quoi? De feuilles et de couvertures. Si vous êtes comme moi, quand on était petit, on perdait la couverture, mais le livre marchait. Hein? Même s'il est déchiré. Par contre, si la disparition de la feuille se fait, entraînera la disparition ou le mauvais fonctionnement du livre. Ça veut dire que la relation entre le livre et la feuille, c'est une relation de composition, mais par contre, la relation entre le livre et la couverture, c'est une relation d'agrégation. La relation d'agrégation. Ça veut dire que la disparition ou le mauvais fonctionnement de la couverture n'entraîne pas le mauvais fonctionnement du livre. La disparition du papier ou de la feuille entraîne le mauvais fonctionnement. Alors, le type d'agrégation, c'est une composition faible. Ça, vous le trouverez dans le document que je vous ai envoyé. Maintenant, les cardinalités. Je dis que une catégorie, elle est composée de 1 à plusieurs sous-catégories. Où sont ces cardinalités? Il est où? Hein? Dans le détail. Alors, du côté, je mets 0,1 et de côté, je mets 0,n. Alors, bon, c'est bon. J'ai ma composition qui, par défaut, il a pris par défaut les cardinalités les plus logiques. Maintenant, si j'ai une catégorie et j'ai une sous-catégorie, qu'est-ce qui va se passer? La sous-catégorie, lorsque je vais programmer ma classe catégorie, lorsque c'est une sous-catégorie, elle doit prendre l'attribut, l'objet catégorie à laquelle elle appartient. En Meurize, en base de données, elle prend la clé étrangère de la classe à laquelle elle appartient. Mais comme on oriente objet, on prend tout l'objet. Ce qui rend la programmation orientée objet, elle est valorisante. Ça veut dire que je prends l'objet avec tout ce qu'il y a dedans. Et je le mets
en tant qu'attribut. Mais est-ce que je vais le mettre ici? Au niveau du diagramme de classe? Non. Je ne vais pas dire attribut de type objet qui s'appelle catégorie, mère ou autre. Non. C'est au moment où le programmeur qui va utiliser mon diagramme de classe saura que cette composition-là l'oblige à mettre un objet. Pourquoi ils doivent mettre un objet? Parce que j'ai 0,1 de ce côté-là. Si j'avais un 0n, comme dans le cas de livre et feuille, un livre est composé de combien de feuilles? Un à plusieurs. Si j'ai un à plusieurs comme cardinalité, l'attribut qui va être affecté à la classe livre, c'est quoi? Il est de quel type? Il est de type liste, il est de type array. Liste de quoi? Liste d'objets, feuille. Ça veut dire que le programmeur, non seulement, vous aurez à faire les deux tâches de conception et de réalisation, mais le programmeur au minimum, il faut qu'il sache lire ce diagramme de classe et de pouvoir le transformer avec un langage de programmation, avec tout ce qu'il faut. Clair? Si il ne sait pas le faire, on reconstruit les classes et on lui donne le diagramme, ce qu'on appelle le diagramme d'objet. Peut-être qu'on va le voir après. Diagramme d'objet qui vous définit qu'il devrait faire comme ça. Mais un programmeur doit être capable de lire un diagramme de classe et de pouvoir l'interpréter. Surtout, ce qui est difficile pour les programmeurs, c'est de pouvoir interpréter un diagramme de classe en revoyant ses cardinalités et en proposant les attributs qui ne figurent pas sur le diagramme de classe, mais qui vont figurer au niveau du... Parce que quand vous créez des classes, à part l'héritage, il n'y a pas de relation. Lorsque vous programmez, vous ne voyez jamais de relation. C'est pas comme la base de données. C'est des classes. La seule chose, la seule relation que vous pouvez taper avec le code, c'est la relation d'héritage. D'accord? Bien. Alors ça, c'est pour ma catégorie. Qu'est-ce que j'ai aussi comme relation? Je vais créer une classe panier. D'accord? Et je vais mettre panier. Vous savez ce que c'est qu'un panier? À vente en ligne, vous choisissez des produits, vous les mettez dans votre panier, vous n'avez rien confirmé, il ne vous demande rien du tout, vous historisez le panier et c'est tout. Le panier. Qu'est-ce que je peux avoir sur le panier? J'ai un ID bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai? Nombre de produits, quantité, type de produit, tout ça ne figure pas dans le panier. Qu'est-ce que vous retenez? Vous retenez un ID parce que le panier se crée au moment où vous faites ajouter au panier. Et j'ai une date. Création. Réellement, c'est ça. Une date création. Et les deux types. Date. Et les deux types system.time. Et c'est tout. Je sais que... Alors, ce panier, il concerne quoi? Je viens de créer un panier. Le type, il est en train de choisir ses produits. Il fait ajouter au panier, ajouter au panier, ajouter au panier. J'ai besoin de deux informations. Ce panier-là, il concerne quel client? Et d'un autre côté, il a choisi quel produit et pour chaque produit, quelle quantité? Clair? Après, tout ce qui reste, ça va être calculé, le total du panier, le chiffre, ainsi de suite. Ça, c'est des calculs.
Après, 1, je vais dire panier à quoi? Au client. C'est ça? Je fais une association entre panier et client. Et je me dis, un panier, il concerne combien de clients? Un et un seul. Et un client peut faire autant de paniers qu'il veut. De 0 à plusieurs. Alors, je vais double-cliquer ici. Dans le détail, du côté de client, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre quoi? Je vais mettre 1. On a dit que c'est à l'inverse de Meurice. Attention. Je fais 1 ici. Et de l'autre côté, du côté de ça, un client, il peut faire 0 panier à 0 à plusieurs, 0 étoile. Au lieu de n, on fait étoile. Quelque chose de bizarre ici. On a fait l'inverse. Détail. Alors du côté de panier, c'est 0 à plusieurs. Et du côté du client, c'est 1. Il n'y a pas de raison de créer un panier sur mon système d'information s'il n'y a pas un client qui vient de le créer. Alors je vais voir ce sens-là de la relation. Navigable. Bon, je décroche navigable, c'est une relation simple. Voilà. Je décroche aussi navigable. Dans le détail, c'est une relation navigable. Je décroche. Ça, c'est une relation simple. Bien. Alors, ça c'est, je sais actuellement, qu'est-ce que je sais actuellement? Je sais quel client a créé quel panier. Clair? Alors, les cardinalités possibles sur UML, c'est 0, 2 points étoile, 0, 2 points 1, 1, 2 points 1, et 1, 2 points étoile. Chose que je ne peux pas faire sur la base de données et que je peux faire sur un diagramme de classe, c'est d'avoir des cardinalités par exemple de 1 à 3, de 2 à 5. Je peux le faire. Par exemple, je peux dire, je vais dire des bêtises, tu veux t'inscrire dans une école, tu ne peux pas choisir plus que 3 filières. Et là, tu mets de 1 au minimum 1 et au maximum 3. Je peux le faire en orientant des choses que je ne peux pas faire dans la base de données, mais que je vérifie au niveau de la programmation pour que je puisse limiter un nombre bien précis. Clair? Bien. Je la mets ici, il est tranquille. Je vais mettre le produit ici, voilà, et je vais mettre la catégorie là. Alors, moi, j'ai besoin de l'information suivante. Ce panier-là, je sais qui l'a créé. Quel client l'a créé, cette cardinalité me laisse tranquille, de 1 à 1. Maintenant, dans mon panier, le même client, dans le même panier, il a ajouté 3 stylos, 4 règles et 2 tables. Comment je vais faire ça? Est-ce que je vais mettre les quantités dans le panier? Non. Est-ce que je vais mettre les quantités dans le produit? Non. Je ne peux les mettre ni dans l'une ni dans l'autre des deux classes. Ça veut dire que je vais les mettre au milieu des deux. Je vais mettre au milieu des deux. Alors, dans ce cas, je fais... est-ce que j'ai ici une classe association? Je ne l'ai pas. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais créer une association normale.
Et je veux faire, regardez, je veux faire une cardinalité 0n, 0n des deux côtés, et je vais lui dire que c'est pas navigable, et j'aurai un 0n, 0n là. Où est-ce que je peux mettre ces informations? C'est grâce à la classe association. Alors je vais mettre une nouvelle classe, c'est une classe comme les autres, mais elle n'a de raison d'être que lorsque j'ai elle est liée à une relation entre deux classes. Regardez, je vais faire une association de là à là, et il va la reconnaître comme classe association. Vous voyez les tirés? Il me fournit une classe. Alors ici, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais la nommer comme je veux. Ligne panier. J'applique. Et qu'est-ce que j'ai ici? C'est une classe comme les autres. Je lui donne un attribut ID. Pourquoi l'ID? Parce que ça me permet une recherche rapide, c'est tout. Et je mets ici quantité. Et je mets ici c'est tout. Hein? De quoi j'ai besoin? Combien? Alors je supprime, je fais appliquer, appliquer. Alors la quantité, c'est un double. Voilà, voilà. Alors, chaque fois qu'un produit est ajouté par un client dans un panier, je sais, maintenant, je sais que le produit, j'en ai acheté 3 stylos, 2 règles et 3 tables. C'est grâce à cette classe association. Alors l'équivalent pour les gens qui ont fait déjà Meurice, c'est l'équivalent de la relation porteuse de propriété. Lorsqu'on fait AN des deux côtés, vous avez la relation peut porter des propriétés. Est-ce que c'est clair? Alors quels sont les types de relations qu'on avait vus? On avait vu la relation simple, on avait vu l'agrégation, on avait vu la classe association. La classe association. Ça marche? Maintenant, où est-ce que je pourrais faire une composition? Je vais prendre la commande. La classe commande. Où est-ce qu'il est? Classe, elle est là. Je mets une classe commande. J'ai besoin d'un ID. J'ai besoin d'une date. C'est MD. De quoi j'ai besoin aussi? C'est tout. C'est tout. Alors, je suppose la chose suivante. L'ID, c'est un système.date. Time. Elle est privée, il n'y a pas de souci. Moi, mon process, dans mon application de vente en ligne, la personne il va choisir des produits, elle les met dans le panier, dans le panier, dans le panier. Il a laissé ça tranquille, il est allé faire autre chose. Le lendemain, il a créé un nouveau panier, et puis il a regroupé tout ça, et là, il a acheté. Mais j'ai dans l'historique de ces paniers, il peut toujours revoir l'historique de ces paniers, de ses achats, de ses commandes et de ses paniers. Et à chaque fois que, au lieu de refaire le travail pour la commande, il dit, tu me prends les éléments que j'avais mis dans ce panier-là, et tu le transformes en
en commande. Et de ce panier-là, je suppose que je veux faire ça. Et choisis deux paniers, il les transforme toutes les deux en commande. D'accord? Est-ce que la commande, s'il n'y a pas de panier, est-ce qu'il y aurait une commande? Il n'y a rien qui va suivre. Ça veut dire que c'est une composition. C'est une composition. Alors je vais prendre la composition ici et je vais la mettre de là à là. Quand c'est rempli, ici, alors je vais faire touche droite pour qu'il me lâche. Il ne veut pas. Là, regardez, que la commande par défaut, elle est composée de 0 à plusieurs paniers, et le panier fait faire l'objet de 0 à 1. Quelle cardinalité il faudrait que je modifie dans le cas de la composition? C'est celle-là. Parce que la commande, si j'ai une composition ici, la commande doit obligatoirement avoir au moins un panier. Sinon, la composition n'a rien. Non. Ne peut pas se faire. Alors, je vais double-cliquer ici, dans Détail. Je vais lui dire, au lieu de 0n, je fais 1 à plusieurs. Et j'enlève cette navigabilité, moi je n'aime pas trop. Je dis que la commande, elle est composée de 1 à plusieurs paniers. Et chaque panier, il fait l'objet d'une commande. De 0 ou plusieurs commandes, parce que le panier peut rester tout seul, sans faire partie d'une commande. Alors, je fais un rappel sur ce qu'on a vu. Vous allez continuer sur le travail. On a vu les classes, les attributs et les méthodes. On avait vu comment faire des méthodes privées. On a vu comment faire une relation simple, comment définir les cardinalités. On avait dit que c'est le contraire de Murray, ça veut dire qu'on voit devant et on ne voit pas de l'autre côté. On a vu comment créer une relation. Alors ça, c'est une relation récursive et une agrégation en même temps. Lorsque la classe elle est en relation avec elle-même, c'est une relation récursive et ce n'est pas toujours une composition, une agrégation. Mais ici, lorsque vous voyez ce signe-là, ça veut dire que c'est une agrégation. Celle-là, c'est une composition. Alors, l'agrégation, ça veut dire que la catégorie peut ne pas avoir de sous-catégorie. Et la composition, ça veut dire que la commande doit obligatoirement avoir ce n'est pas seulement la cardinalité, mais le fait qu'on n'ait pas de panier, il n'y aura pas de raison d'être de la commande. Et on a vu la classe association. Lorsque on a une information qui concerne deux classes, mais qui ne peut exister ni dans l'une ni dans l'autre, en général c'est cardinalité, en général c'est des 0n, 0n ou 1n, 1n, 1 à plusieurs, et vous allez avoir l'information qui concerne les deux dans cette classe association. Cette classe-là, c'est une classe comme les autres. Elle peut se mettre aussi en relation avec d'autres. Alors, lorsque je vais créer ligne, panier, en programmation, comment ça va être? Quels sont les attributs? J'aurai l'ID, la quantité et quoi? C'est l'objet panier direct. J'aurai l'objet panier avec toute l'information qu'il y a et j'aurai l'objet produit qui sera là. Et après le panier, grâce à cette introduction-là, grâce à ce 1-1, j'aurai l'objet client ici. Ça veut dire que à partir du panier, j'aurai les informations, toutes les informations sur le client. C'est ça la force de l'orienté objet en fait. Je prends un objet avec tout ce qu'il y a dedans. Et non pas un identifiant que je vais chercher encore sur la base. J'aurai l'objet client ici dans le panier, et l'objet panier là, et l'objet produit. Je connais toutes les informations sur le produit, je connais toutes les informations sur le panier, et l'information sur le client, parce que le panier, il porte l'objet client à l'intérieur en tant qu'attribut. Parce que je peux déclarer des attributs dans une classe de type simple, entier, réel, date, et ainsi de suite, comme je peux créer des attributs de type objet, comme je peux créer des attributs de type liste, array, vecteur, ou ce que vous voulez. C'est clair?
Alors, je vous laisse faire sur AMC Designer ou Power Designer ce diagramme-là. Bon, il n'est pas complet, mais ça nous a permis de voir et les attributs de classe, la portée des attributs, les types de relations. En général, c'est ça les types de relations. La relation simple, la relation de composition, d'agrégation, la relation récursive et la classe association. Ok? Alors, je vous laisse faire. Essayez de le faire sur le logiciel. Allez-y.